Salut Igor, écoute franchement je suis vraiment content que tu puisses nous recevoir ici, au Canada, à Montréal. Pareillement. Merci beaucoup de nous avoir ouvert ta porte. Je suis en train de me lancer du coup dans ce projet d'essayer d'aller un peu à la rencontre et aller un petit peu à la pêche aux infos. Donc comme tu l'as pu voir sur YouTube et sur les réseaux, bon on est une toute petite chaîne YouTube, on est une toute petite communauté, mais ça me fait déjà hyper kiffer de faire tout ça. Et j'essaye de vulgariser un petit peu pour tous les gens, les Français mais autres personnes qui comprennent pas ou qui sont actuellement en train de chercher un projet pour chez eux, en train de mettre en œuvre un projet pour chez eux, ou des gens qui sont intéressés un peu plus largement sur le sujet. J'essaie de vulgariser et de parler un peu de pompe à chaleur, de parler un peu de système énergétique, de débunker comme on dit, enfin en tout cas voilà, de vulgariser du coup les produits. Et voilà, c'est aussi pour ça que du coup aujourd'hui avec Caroline, on est parti un peu en sac à dos ici au Canada pour venir un peu à la pêche aux informations et essayer de comprendre comment fonctionne du coup la mentalité ailleurs, outre-Atlantique. Et pourquoi je suis venu au Canada, c'est assez simple, parce que c'est très représentatif du continent américain, il fait froid, donc c'est très représentatif du froid, et on va tomber aussi sur des francophones, donc c'est plus facile d'avoir des échanges, comme avec toi aujourd'hui Igor, c'est plutôt cool, ça facilite les choses. Pour une première sortie, une première prise de risque, ça m'a... voilà. Merci beaucoup d'être venu. Notre entreprise s'appelle Air Green Climatisation et Chauffage. On opère à Montréal depuis une quinzaine d'années. On est principalement dans le résidentiel, mais on fait quand même un petit peu de commercial. Dans le résidentiel, au Québec, les thermopompes murales, vous appelez ça les pompes à chaleur. Les thermopompes murales sont extrêmement populaires. Pour vous donner une idée, il n'y a personne qui met un climatiseur seulement. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide, il n'y a personne... C'est trop cher. Donc au Québec, nous, on met les mini-splits qu'on appelle les climatiseurs muraux, les thermopompes murales. Chauffage et climatisation en même temps. On fait aussi beaucoup de thermopompes centrales. C'est une énorme unité à l'extérieur, un petit peu plus grosse que le mini-split, mais à l'intérieur, on a ce qu'on appelle un cabinet souffleur qui va venir souffler dans des gaines en métal. On va faire des conduits partout dans la maison, qui va venir apporter le flux d'air partout dans la maison en même temps. Et ça va être possible grâce au cabinet souffleur, à la fournaise qu'on appelle. Ce qui se passe, c'est que les thermopompes à l'extérieur vont fonctionner jusqu'à moins 30, même des fois jusqu'à moins 35 degrés Celsius. On a même un modèle en particulier qui fonctionne jusqu'à moins 40. Puis quand on dit fonctionner jusqu'à moins 40, c'est pas qu'il va donner un petit peu d'air. Non, c'est quelque chose qui fonctionne à 70, 80, 90, 95% d'efficacité à moins 30. Donc c'est des machines très performantes. Et puis les 5-10 jours de l'année au Québec, des fois qu'on a un petit peu plus froid que moins 30, la fournaise électrique il y a ce qu'on appelle un serpentin électrique à l'intérieur qui va venir chauffer ça et venir donner l'électricité, le chauffage partout dans la maison. Mais quand tu parlais de performance jusqu'à moins 35, moins 40, c'est sans ce serpentin, hein, Sans ce serpentin. Ça c'est vraiment du secours, c'est en plus. Exactement. Ce que tu as dit, c'est du secours, c'est le mot-clé. La fournaise, c'est en aucun cas la source de chauffage principale. On appelle ça une source de chauffage auxiliaire. Donc, c'est quelque chose que, par exemple, ça peut arriver, la thermopompe peut briser. Nous, on ne répond pas au téléphone à minuit, par exemple. Donc, la thermopompe brise, qu'est-ce qui se passe? La famille doit avoir chaud. La fournaise, automatiquement, va s'enclencher et la maison va pouvoir avoir du chauffage toute la nuit jusqu'à temps que 7 h le matin, Air Green soit là, on répare la thermopompe. L'idée, c'est que la fournaise, le client ne devrait principalement jamais l'utiliser parce que la thermopompe, ultra efficace, fonctionne jusqu'à moins 30, beaucoup plus écologique, beaucoup plus éco-énergétique, consomme quasiment rien comme énergie, donc ça sert à rien de venir chauffer le serpentin. Donc toi tu fais du coup de la thermopompe murale, donc du split mural, exact. Tu fais de la thermopompe en format fournaise, donc centrale. Exact. Et qu'est-ce que tu sais installer d'autre comme équipement? Est-ce que tu fais de la ventilation? Ce que nous on appelle de la VMC double flux. Toi c'est de la... Comment t'appelles ça déjà? Nous c'est les échangeurs d'air. Les échangeurs d'air? Exactement. Donc au Québec vous savez que l'été il fait très chaud, très humide, mais l'hiver il fait extrêmement froid. Qu'est-ce qu'on fait si on veut faire en sorte que l'air de l'extérieur vienne à l'intérieur de la maison et l'air de l'intérieur de la maison aille à l'extérieur? Quelque chose que le client québécois, jusqu'à tout récemment, ne savait même pas. Les gens au Québec pensaient que, par exemple, quand on installe un système split, l'air qui pousse, c'est de l'air de l'extérieur. Ouais. En aucun cas. C'est de l'air de l'intérieur de la maison. C'est de l'intérieur, ouais. Puis ce qu'on veut faire, c'est vraiment venir échanger l'air de l'intérieur vers l'extérieur, tout en gardant l'énergie. Parce que quand il fait moins 20 à l'extérieur, ben, c'est comme ouvrir une fenêtre. On peut échanger l'air, mais on perd tellement de chauffage que ça ne vaut pas la peine. Donc, l'échangeur d'air, ce que ça va faire, c'est que c'est un système qui va permettre à l'air de passer par l'intérieur, puis l'air de s'échanger, l'énergie de s'échanger. C'est ce que nous, on appelle de la VMC double flux. Ça veut dire qu'elle prend de l'air dedans, elle prend de l'air dehors, et elle fait d'abord se croiser dans un échangeur pour récupérer l'énergie. Pour éviter de rentrer de l'air à 0 ou à moins 5, et pour éviter de faire sortir de... Exactement. Voilà. Toi, ton entreprise, du coup, t'as combien de salariés? Vous êtes combien dans l'entreprise? On est une dizaine de personnes au bureau.
et une quinzaine de personnes sur le chantier. Donc, on a 6 équipes avec 3 aussi de trucks. Donc, on a 6 équipes d'installateurs. Une équipe, c'est 2 personnes. Ça nous permet de faire beaucoup d'installations par semaine. C'est sûr que durant l'été, on a un petit peu plus d'équipes. Durant l'hiver, ça se peut qu'on ait un petit peu moins de gens. Mais la règle numéro 1 chez Evergreen, c'est qu'on a 0 sous-traitant. On a vu avec le temps que quand tu donnes du travail à des sous-traitants, ben, au début, ça se peut que ça soit bien, mais on donne une garantie de 10 ans. Moi, l'important, c'est pas que la machine ne brise pas demain. Si elle brise demain, je vais la régler, ça va être correct. L'important, c'est que dans 9 ans et demi, elle soit comme aujourd'hui. Donc, on a le même, pour rebondir sur ce que tu dis, on a la même idéologie avec nos équipes. Le fait de faire en interne, on maîtrise nos process avec nos méthodes de travail et les engagements que moi je prends auprès des clients, eh bien, ils sont respectés. Tout simplement. Il y a une transmission de l'information qui est... J'imagine chez vous, c'est la même chose. Nous, le nombre d'heures qu'on passe à faire des formations chez le client. Dès qu'on a, chez nos techniciens, dès qu'on a un problème chez Evergreen, on a beaucoup de problèmes, on est en construction. Ça arrive des problèmes, c'est normal. C'est toujours, ouais. C'est pour ça qu'on est là. Mais dès qu'on a un problème, à la fin de la semaine, on va faire un training. On va faire... toute l'équipe va se parler, on va dire, ben, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé. C'est les étapes qu'on a entreprises. Qu'est-ce que nous, on aurait pu faire mieux pour la prochaine fois? Donc, avec les sous-traitants, tu n'as jamais ce retour qui revient. Donc, il y a un problème, tu comprends ce que c'est. Donc, nous aussi, l'avantage de ne pas avoir de sous-traitants, c'est banal, mais on sait qui a fait quoi, quand. Et vous avez, j'imagine comme nous, alors nous on est un peu plus petits que vous, on est une quinzaine seulement, et nous on a par contre plus des gens qui sont spécialisés, on va avoir vraiment... 2 gars qui vont faire que de la maintenance et du nettoyage et de l'entretien. On va avoir des gars qui sont spécialisés sur du gainable, sur du split. Vous avez aussi plus spécialisés. Chez nous, c'est la même chose. Donc, quand on installe, par exemple, une machine gainable, c'est pas vrai qu'un gainable Daikin serait la même chose que Fujitsu, Gree ou Midea. Il faut connaître. Donc, on envoie nos techniciens à chaque quelques mois faire des formations, être à jour avec ce qui se passe. Puis ensuite, ce qui est beau aussi avec ces machines-là, c'est que vous devez le voir aussi beaucoup, vous installez que Daikin et vous allez avoir l'historique de Daikin. Et ça arrive, c'est une réalité, on n'en parle pas assez, mais ça peut arriver que les machines brisent. Mais souvent, ce qui brise, c'est toujours la même composante dans la même machine. Et si vous installez 100 000 machines et vous ne savez pas qu'est-ce qui est quoi, alors que si vous avez déjà installé 100 Daikin, 1000 Daikin, 300 Daikin, vous savez que c'est toujours la même pièce, ça vous prend 15 minutes de la changer. C'est pour ça que nous, on avait pris la décision déjà depuis plusieurs années, en fait, de se focaliser sur Daikin, parce qu'on avait ces problèmes, comme tu dis, de logistique, que ce soit logistique intellectuelle, parce que finalement, tu connais pas tout, c'est pas vrai. Et même, je suis désolé, mais même moi, je vois que nous, en ayant un focus sur la marque Daikin, il y a encore des choses, j'en apprends tout le temps, je suis tout le temps en train de me documenter sur les produits. Alors, je vois pas comment on peut gérer... Allez, on peut gérer 3 brands, comme tu dis. On peut gérer 3 marques, mais on peut pas gérer 15 marques, 20 formats. C'est pas possible. La logistique, les prix, les connaissances, le matériel dans le camion, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a. Nous, on a un petit peu une réalité différente parce que, on s'est parlé tantôt, les subventions, les aides que vous avez en France sont nettement inférieures à celles que nous, on a au Québec. Et nous, le marché va vraiment être dicté par la subvention. Vous, l'une des premières questions que le client va vous poser, c'est, j'imagine, est-ce qu'elle est silencieuse, est-ce qu'elle est chère, c'est quoi la garantie, des trucs comme ça. Nous, la première question qu'on se fait poser, c'est quoi la subvention? Parce que c'est la subvention qui, en réalité, va venir dicter les machines qu'on va installer. Et tu penses pas que tu as moi, après peut-être, enfin je connais pas du tout ton marché, hein, mais en tout cas c'est la réflexion qu'on a nous sur notre marché. On a vraiment cette séparation, cette scission entre une partie des gens qui vont chercher du prix et des aides, et une autre partie qui vont vraiment chercher de la qualité, de la finition. Alors nous on est capable de faire les aides, mais on essaye vraiment de se focaliser sur les gens qui sont intéressés. C'est pas une question d'argent, mais qui sont intéressés par le produit et par la valeur ajoutée du produit, qui ont vraiment une connaissance, qui vont vraiment s'intéresser à ce qu'on fait et qui vont pas être juste là pour gratter 10 000 euros ou 5 000 euros ou je ne sais combien d'euros d'aide. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Un des enjeux qu'on a au Québec, c'est que le client n'est pas toujours informé. Les clients, des fois, ne savent pas c'est quoi une thermopompe, ne sait pas c'est quoi, ne connaît pas les subventions, ne connaît pas la technologie réversible que toi t'appelles. Nous, on l'appelle inverter. On l'appelle aussi inverter, les gens ne savent tout simplement pas. Et ce qui est intéressant, c'est que tu me racontais certains mythes que vous avez en France, que nous, on avait il y a une dizaine d'années. Et moi, je te racontais certaines machines que nous, on a ici,
que vous aviez il y a une dizaine d'années. Vous avez beaucoup d'avance sur nous sur des sujets et vous avez beaucoup de retard exact. En fait, vous avez du retard sur les produits, mais vous avez de l'avance sur la mentalité. Exactement. Mais c'est un peu à l'américaine. C'est vrai que vous allez plus vite à tirer les conclusions. Là où nous, Français et Européens, on est quand même toujours prudents sur les choses, sur les marchés et tout. Et on a quand même des produits qui ont énormément, finalement, qui ont un très gros patrimoine, j'ai envie de dire. Les marques galèrent avec nous, les Européens. Ils sont obligés de fournir des produits hyper qualitatifs, hyper pointus, au top du top sur les performances. C'est tout est au max. Et nous, on reste hyper prudents en disant ouais, bof. Exact. 100 ans de travail, ouais, bof. Exact. Par exemple, une des questions principales que toi tu abordais, c'est qu'en France, les machines chauffent jusqu'à moins 15. Celles qui sont très très puissantes, celles qui sont très éco-énergétiques et performantes. Au Québec, c'est minimum moins 25. Si la machine ne chauffe pas jusqu'à moins 25, moi personnellement, je pense pas que je serais capable de la vendre. Il n'y a personne qui va l'acheter. Là, tu parles vraiment de clim réversible, de pompe à chaleur murale. Ah, oui. Eux, vraiment, là, ils parlent de ça. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est vraiment l'équipement qui est le plus installé en système de chauffage principal, même s'ils gardent toujours un équipement de secours. Ici, c'est des plaintes électriques. Nous, c'est du petit radiateur électrique. Ce qui est, je peux comprendre, c'est normal qu'on garde du secours. Mais ici, vraiment, le système de chauffage principal, globalement, ça va être beaucoup de la thermopompe murale. RR. Et on va garantir du chauffage jusqu'à moins 25, moins 30. C'est ça minimum, qui est... Minimum. Et non seulement on va garantir du chauffage jusqu'à moins 25, moins 30, mais on va garantir du chauffage efficace. Ça, c'est très important. On va garantir du chauffage. La machine va être à 80-90% efficace à moins 25, moins 30. Le Québec a fait en sorte que pour avoir la subvention, la thermopompe doit être très efficace. Si la thermopompe ne fait pas... Il y a des barèmes, il y a des trucs scientifiques, je ne sais pas, mais la thermopompe doit être extrêmement efficace. Et donc, nous, toutes les thermopompes, 100% des thermopompes que Air Green va vendre, c'est des thermopompes que Hydro-Québec considère comme des thermopompes à très haute efficacité. Donc, on n'a même pas de bas de gamme. Même si je voulais, ça serait physiquement impossible pour moi demain. Nous, c'est pareil, hein, le marché, comme tu dis, il est contrôlé par ce... Nous, c'est le scope qui va... Le scope, c'est le coefficient de performance, mais moyen annuel selon la norme. Et ce scope, en fait, il traduit le rendement entre ce qu'on consomme en énergie et ce que la pompe à chaleur va restituer en chauffage. Et chez nous, toutes les pompes à chaleur qui sont en dessous de 3,9 fois, eh ben, c'est 3,9, ça veut dire que toutes les pompes à chaleur qui ne sont pas capables de restituer presque 4 fois plus d'énergie que ce qu'elles en consomment, elles rentrent dans rien. Donc, quasiment sûr et certain que si vous achetez une pompe à chaleur, même la moins chère du marché, elle restitue au moins 4 fois l'énergie. Donc, c'est une garantie, comme tu dis, d'avoir toujours quelque chose, même si elles ne vont peut-être pas avoir le côté esthétique, le côté décibel. Nous, c'est vraiment ça, en fait, qui nous différencie avec Daikin, c'est qu'on va avoir vraiment des appareils qui sont très maîtrisés. Tu vois, une 18 000 BTU chez nous, une 5000 watts. Chez Daikin, elle va faire moins de 80 cm, elle va faire 20 cm d'épaisseur, elle va faire 24 décibels. Donc c'est vraiment un produit qui est fait pour travailler tout le temps en chauffage. C'est ça en fait qui va vraiment différencier Daikin des autres marques, hein, tout simplement. Tu disais, ouais, l'électricité elle est beaucoup moins chère au Québec qu'en France. Québec, ouais. On a comparé, c'est 3-4 fois moins cher à peu près. Donc imaginez, quand moi je vais vendre une thermopompe au Québec, c'est sûr que si j'essaie d'offrir au client la machine la plus performante à 1% de plus performant ici, 1% ici, pour lui, l'impact, il paye quasiment rien son électricité. Donc l'impact, lui, il veut savoir combien je paye aujourd'hui. Si la machine est moins chère de 1 000 $ aujourd'hui, je ne vais pas l'économiser en 10 ans. Alors qu'en France, la réalité est complètement différente. L'électricité est beaucoup plus chère. Donc, tant qu'à acheter une machine, il faut faire les calculs, il faut s'assurer que la machine soit la meilleure pour votre argent. C'est pas la même chose. Nous aussi en France, on est en train de voir un virage qui arrive beaucoup, ça va être avec le panneau solaire finalement. Donc même s'il y a du rendement sur la pompe, l'idée ça va être après de convertir du coup directement l'énergie solaire en climatisation ou en chauffage tout simplement. Et ça ouais, tu me disais que vous étiez un poil plus en retard du coup sur les panneaux solaires. Nous on est quand même vraiment avancé. Alors on est encore au début on va dire, mais il commence à y avoir quand même pas mal de foyers qui sont équipés. Côté nouvelles technologies, l'Europe a toujours été 5 à 10 ans en avant de nous. C'est toujours la même chose. Quand on parle à des entrepreneurs qui sont venus de France, par exemple, ou d'Allemagne, qui viennent ici, ils nous regardent comme si on est comme si on vient de... Ouais. Exactement. Donc, c'est notre façon de faire, c'est différent. On prend beaucoup plus de temps à s'adapter. Par contre, l'exemple que je te donnais, c'est j'ai regardé les gammes de produits qu'on a en Europe. Il y a tellement de produits, tellement de design, tellement de ci, tellement de ça. Et je suis certain qu'au Québec, on va l'avoir dans 5 ans, mais on va avoir celles qu'on sait qu'en France
ils ont aimé. C'est qu'on sait qu'en Europe, ils ont aimé. C'est qu'on sait que les meilleures machines, Éprouvé, ouais. on va les avoir après, exactement, éprouvées. Mais c'est vrai que ouais, nous, nos catalogues, pas que chez Daikin, hein, sur toutes les marques, ils cherchent vraiment à optimiser les tailles, à optimiser les décibels, à optimiser la performance, le design, parce que c'est vrai que chez nous, le design, c'est encore un problème. Il y a beaucoup de gens qui sont freinés par l'appareil mural au milieu du salon. Ce qui est marrant, c'est que tu vas... J'ai souvent le cas, t'arrives, les gens ont des radiateurs en fonte, Non, ça, qui sont... c'est pas esthétique. Après, ça peut faire du charme. Bien décoré et tout, ça peut être sympa. Mais du radiateur qui soit fonte ou standard, c'est pas... Je dis pas que c'est magnifique. Le split est pas magnifique non plus, mais en fait, finalement, on est sur la même idéologie. Les gens, du coup, ici, ils ont vraiment confiance en la thermopompe murale pour se chauffer en chauffage principal, du coup. Je dirais que ça fait depuis que moi je vois ça fait depuis à peu près 5 ans que les gens ont vraiment confiance. Les gens ont confiance depuis que Hydro-Québec a pris le temps, l'énergie et l'argent pour éduquer les gens. Le nombre d'émissions qu'on voit sur les thermopompes, à Radio-Canada, à Télé-Québec, le nombre de Hydro-Québec, c'est ceux qui génèrent l'électricité avec les barrages hydroélectriques, c'est ça? C'est très simple. Au Québec, moi je pense qu'on est assez chanceux. L'électricité a été nationalisée. Donc on a beaucoup de barrages partout au Québec. Pour vous donner une idée, on vend de l'électricité aux Ontariens, on vend de l'électricité aux Américains et on a plus d'électricité qu'on peut consommer. La logique d'Hydro-Québec est simple. J'ai suivi une formation il y a quelques semaines, ils m'ont expliqué, le directeur d'Hydro-Québec m'a expliqué que, essentiellement, regarde, dans le résidentiel, des clients comme toi, moi, monsieur et madame tout le monde, selon la loi au Québec, on ne peut pas augmenter le prix de l'électricité d'année après année de plus que, plafonné, je sais pas, exact, de 3 à 5 %, quelque chose comme ça. Par contre, dans le commercial, ou si on le va aux États-Unis, il n'y a aucune limite. Tu le vends au prix qu'eux, ils sont prêts à acheter. Et quand à New York, il fait moins 20 et ils n'ont pas d'électricité, ils sont prêts à acheter. Donc, la logique d'Hydro-Québec, c'est si on est capable de faire en sorte que Igor, que le reste du Québec, dans le résidentiel, ait une thermopompe, que vous, à la place de consommer X kilowatts vous consommez 0,5X, ben au final, l'autre 0,5X. Il est revendu. Ils le revendent à 3X, 5X. D'accord. Donc pour eux, ils font chaque thermopompe que nous on installe, eux ils font tellement d'argent en revendant cette électricité économisée. Donc en fait, ce que tu expliques, c'est que au lieu de laisser le Québécois ou le Canadien consommer beaucoup d'électricité avec du radiateur électrique standard et payer son électricité très cher, on subventionne à fond l'installation de pompes à chaleur. Du coup, on dégage des kilowattheures du réseau, on les libère, et ceux-là, on les revend au maximum, aux Américains. Donc, en fait, on finance gratuitement. Tout ça revient dans les poches du même consommateur, parce que c'est nationalisé. Ouais, mais ça, c'est pas fait pour faire du fric, enfin, un petit peu. C'est pas fait pour que le gouvernement s'enrichisse dessus, c'est plutôt pour offrir un peu plus de confort aux Québécois. Bien sûr, bon, je pense que le pays tire un peu son... D'ailleurs, ça, c'est que le Québec ou c'est tout le Canada, en fait? C'est que le Québec. Le Québec, en Ontario, je ne suis pas certain de la situation avec l'hydroélectricité, mais je sais que les Ontariens payent le kilowatt à peu près 2 à 3 fois plus cher que le Québécois. Donc, j'imagine que si c'est nationalisé, ils ne font pas bien. Okay. Au Québec, on a vraiment l'électricité la moins chère au Canada. C'est pour ça que le reste du Canada, souvent, on va être au mazout, à l'huile, on va chauffer comme ça. Au Québec, on chauffe à l'électricité, le gouvernement donne les subventions, éduque le client et pousse vraiment, mais vraiment, l'électricité. En fait, ici au Québec, l'énergie est principalement générée avec des barrages hydroélectriques et c'est uniquement Hydro-Québec qui gère ces barrages hydroélectriques. Il faut savoir que Hydro-Québec appartient à 100% au gouvernement, donc c'est pas du tout privatisé, c'est uniquement géré par le gouvernement et il gère donc 62 barrages. Ici, on est au barrage de Beauharnois, c'est l'un des plus gros du Québec, c'est d'ailleurs le 5e plus gros, on est au sud de Montréal, proche de la frontière américaine, et ce barrage, il fait quand même 932 mètres et il arrive à alimenter 400 000 foyers en électricité. En fait, le Québec produit tellement d'électricité avec ses barrages hydroélectriques qu'ils arrivent à en revendre 20% en exportation en période plus ou moins creuse. Le gros avantage du coup, c'est qu'ils ont tellement d'excédents en électricité qu'ils ont l'électricité la moins chère en Amérique du Nord. Ils ont une électricité qui est l'une des moins chères du monde. L'avantage, c'est qu'ils peuvent énormément subventionner les consommations électriques des Québécois, donc ils distribuent des aides sur les thermopompes, murales et autres. L'idée, c'est de passer la plupart des gens à l'électrique puisqu'ils le gèrent. Le gros avantage de l'énergie hydroélectrique, c'est renouvelable puisqu'on utilise de l'eau, il n'y a pas de déchets et on va pouvoir l'arrêter et la redémarrer
au besoin, il faut à peu près 2 minutes pour arrêter une turbine, donc c'est super rapide, et il faut à peu près 2 minutes pour la redémarrer, c'est pareil. Donc dès qu'ils ont un trou, ils peuvent arrêter plusieurs turbines, et quand ils ont un excédent, qu'ils annoncent du froid ou quoi, ils peuvent la redémarrer très rapidement. Donc l'intérêt, c'est qu'ils vont pouvoir stocker l'énergie finalement sous forme d'eau dans les bassins, puisque quand on arrête des turbines, on ralentit la production, et l'eau monte dans le bassin qui est en amont. Et dès qu'on en a besoin, on fait baisser le niveau d'eau en faisant passer l'eau tout simplement dans les turbines. Sur cette centrale de Beauharnois, on a quand même 36 turbines, donc c'est pas rien. Je reviens un petit peu sur les produits, mais est-ce que toi, de la géothermie, c'est des choses que tu fais ici? Est-ce que c'est des choses que tu mets en œuvre? De la géothermie, pas encore. Au Québec, c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. C'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire. Et même la semaine dernière, j'ai un spécialiste qui a pris rendez-vous avec notre équipe, avec nos techniciens, et on va suivre des formations pendant tout l'hiver pour que, au début de l'année prochaine, on soit capable de faire de la géothermie. Mais c'est quelque chose qui est même subventionné au Québec. C'est pour ça que nous, on veut être dans le jeu, on veut jouer, on veut construire, on veut faire de la géothermie. C'est quelque chose d'important. Ben, l'avantage de la géothermie, si tu focalises que sur les chiffres, elle a des rendements qui sont meilleurs, vraiment meilleurs, parce qu'elle a des températures stables tout le temps. Mais l'inconvénient de la géothermie, nous on y est, aujourd'hui on ne fait pas vraiment de géothermie, on n'en fait pas du tout de la géothermie. Pourquoi on n'en fait pas? Parce que déjà c'est une technologie qui est à part, difficile à mettre en œuvre. C'est donc des méthodes il faut maîtriser avant de se lancer dessus. C'est pas les mêmes marques. Voilà, c'est un peu fermé la géothermie. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que c'est difficilement rentable. Quand tu vois qu'aujourd'hui, une pompe à chaleur RR ou RO, c'est-à-dire qu'un ventilateur dehors, elle va être capable, c'est de l'aérothermie, elle va être capable d'avoir des rendements qui sont très propres. Et avec notre climat à nous, qui finalement on est tout le temps au-dessus de 0 degré en moyenne, et ben en réalité avec ce climat-là, il n'y a pas besoin d'aller puiser les calories dans le sol pour le peu de rendement qu'on va avoir. Voilà, c'est des choses qui m'intéressent énormément en tant que technicien, mais... Une seule exception. Sauf si Hydro-Québec au Québec donne 20, 30, 40, 50 000 $ pour des projets de géothermie. Voilà, mais ça, c'est des trucs... Là, ça commence à être rentable. Nous, on n'a pas plus d'aide parce qu'on fait de la géothermie. Et le problème de la géothermie, c'est que déjà, c'est relativement niche. Mais bon, on peut maîtriser la techno, c'est pas le problème. Mais l'inconvénient, c'est quand on vient rajouter un forage pour aller chercher, on rajoute des prix, on rajoute 10, 15 000 € un forage. Après, on a une installation de géothermie qui va à 10, 15 000 €. Bah en fait, je suis désolé, mais tes économies d'énergie ne vont jamais rattraper. Moi, il y a une technologie justement qui me plaît beaucoup, et chez nous, on en entend énormément parler, c'est ce qu'on appelle chez nous le puits canadien. Est-ce que c'est des choses qui te parlent, le puits canadien? Le puits canadien, tu m'en as parlé hier, j'ai regardé, honnêtement, au Québec, je connais aucune entreprise qui en font. Ça, c'est un truc de dingue. Hein. C'est quelque chose Ça veut dire qu'on est au Canada, je parle du puits canadien, il ne sait pas me répondre sur le sujet comme si ça n'existait pas. C'est quand même assez fou. Le puits canadien? En fait, la technologie du puits canadien, c'est super simple, et ça, c'est pas forcément très cher à mettre en œuvre. C'est simplement, c'est de la géothermie, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'énergie dans le sol, mais on n'envoie pas de l'eau, on n'envoie pas du fluide frigorigène. On va faire passer de l'air simplement dans le sol. En fait, on va prendre un conduit et on va l'enterrer suffisamment profond, à peu près 2 mètres, et on va l'enterrer suffisamment long, à peu près 30 mètres, pour... En fait, finalement, quand on va prendre de l'air à l'extérieur, qui est par exemple à 0 degré, on la fait traverser sur 30 mètres de longueur et 2 mètres de profondeur sur un sol qui est à peu près à 15 degrés. Parce qu'en fait, la température du sol, elle est stable. Qu'on soit en plein été ou qu'on soit en plein hiver, on est à peu près à 15 degrés. Donc, ça va nous permettre de prendre de l'air dehors à 0 degré. Et au moment où elle arrive dans la maison, vu que le sol est à 15 degrés, elle est déjà à 10, 12 degrés. Donc, on a préchauffé cet air gratuitement. Et ça, c'est très simple à mettre en œuvre. On sera peut-être la première entreprise au Québec qui va faire les puits français. Puits français, by Solufroid. N'oubliez pas le Solufroid. Je vais le... Patented. je vais le corporate tout de suite, le truc. Quelles sont tes qualifications? Comment tu les as obtenues? Et à quoi elles te servent? En quoi ça te démarque des autres entreprises? Au Québec, c'est très, très simple. Il faut avoir une licence RBQ, Régie du bâtiment du Québec. Honnêtement, c'est très compliqué à avoir les licences. Comment le gouvernement a trouvé la façon qu'ils ont trouvé pour faire en sorte que tout le monde écoute la règle? C'est très simple. Le client n'aura jamais la subvention si l'entrepreneur n'a pas les trois licences nécessaires. La licence réfrigération, la licence ventilation et la licence électricité. Chez Airgreen, on a les 3, ce qui nous permet de donner la subvention au client. C'est Hydro-Québec qui donne la subvention, mais c'est grâce au fait que Airgreen est une entreprise licenciée qui ont l'expérience de le faire bien. Donc toi, tu as les trois, du coup, tu as les trois
Licence. On a les 3 licences et c'est pas obligatoire au Québec, mais on a aussi une assurance de 5 millions de dollars si jamais quelque chose se passe. Donc jusqu'à 5 millions de dollars de Exact. couverture. Ok. Donc ça, c'est des choses qui font que voilà, les clients te font plus confiance. Outre les aides, c'est vrai que ça te permet d'avoir les subventions gouvernementales, mais c'est des choses qui te qualifient et qui font que ça prouve que tu maîtrises un peu quand même ton job. Vous n'avez pas idée le millier d'heures qu'il faut faire pour être admis à l'examen. Puis ensuite, les études, tout ça, pour faire l'examen. Et l'examen, c'est pas un examen ABCD et qu'un mec il serait capable de faire. Non, c'est un examen que soit tu es un spécialiste, soit tu n'es pas un spécialiste. Si tu n'es pas un spécialiste, reviens l'an prochain quand tu seras un spécialiste. Donc, c'est... D'accord. Et au niveau, donc ça, c'est les qualifications de l'entreprise, mais en général, toi, les salariés que tu embauches, alors ils sont peut-être pas qualifiés quand tu les embauches, mais j'imagine que tu les formes un petit peu au fur et à mesure. Nous on a de la formation chance. continue. On a beaucoup de chance. Quand on a commencé, c'est sûr qu'on travaillait beaucoup avec les employés, mais en ce moment, au volume qu'on fait, on n'a pas le temps de faire en sorte que l'employé monte ses qualifications. On prend des employés déjà qualifiés. La plupart de nos employés travaillent déjà une dizaine d'années avec nous et on fait en sorte que nous, comment on a réglé ce problème-là, c'est qu'à chaque semaine, on fait un training. Donc, on trouve tous les cas où on a commis des erreurs. Ça, c'est génial. Ça, c'est un vrai management à l'américaine. Il nous le manque, ça, dans l'entreprise. On n'arrive pas à se dégager le temps de faire comme vous. Mais on est en construction, donc pourquoi est-ce que les gens nous font confiance? Ils nous font confiance pas parce qu'on est les meilleurs puis on va faire un travail sans erreur. Non. Tout le monde commet des erreurs en construction, Ça, on fait des trous, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ça arrive. Mais ils nous font confiance parce qu'ils savent Je trouve des solutions. Exact. Si on fait un trou là où il ne fallait pas faire le trou, d'abord, on va te le dire directement. Madame, je m'excuse, j'ai commis une erreur. Je ne vais pas le cacher, je ne vais pas essayer de... Donc, on est honnête de ce côté-là et ils savent que dans tous les cas, on a toutes les licences, on a toutes les assurances et on a tous les savoir-faire pour faire en sorte qu'au final, le client soit satisfait. Nous, en France, au niveau des formations qu'il faut pour pouvoir manipuler, on doit avoir une formation pour manipuler les fluides frigorigènes, ça c'est obligatoire. Donc ça, moi je l'ai, mais j'ai plusieurs de mes techniciens qui l'ont aussi. Donc on est plusieurs à pouvoir manipuler du gaz, le transférer d'une bouteille à l'autre et mettre des installations en service. Et on a aussi une formation qui s'appelle le Calipac. L'idée c'est que les entreprises qui ont le Calipac, elles vont savoir comment mettre en œuvre, pas que sur l'installation, mais plutôt sur la logique, et calculer une installation et mettre le bon produit au bon endroit. Voilà l'idée du Calipac. Choisir la bonne pompe à chaleur, bien la dimensionner, bien la mettre en œuvre. Et ils nous apprennent aussi un petit peu à mieux conseiller, on va dire. On gagne un peu en assurance. Ça permet à un technicien de prendre un peu de recul sur ce qu'il fait et pas juste faire des raccords, quoi. Donc ce Calipac, il est assez intéressant. Et c'est obligatoire? En fait, c'est pas obligatoire. Hein. Si tu veux installer des pompes à chaleur, en somme, c'est pas obligatoire. Le Calipac, il va surtout te permettre d'avoir du coup les aides de l'État et aussi beaucoup de gagner en crédibilité auprès des particuliers et même des pros. Surtout que le Calipac, c'est une formation, mais tous les ans, tu dois le renouveler. Et tu dois faire contrôler des installations. Nous, on a des formations, par exemple, chez nos Japonais, comme Daikin, on a des formations obligatoires du distributeur, du manufacturier, pour qu'on puisse continuer à vendre cette marque. Ouais. Et donc, du coup, ton plus beau chantier, tu vois, genre ta plus belle fierté. On a eu beaucoup de beaux chantiers. Même récemment, au milieu du downtown, du centre-ville de Montréal, j'ai même fait une belle vidéo avec un drone que j'ai mis sur les sites internet. On a beaucoup de beaux chantiers, mais un chantier qui m'a vraiment touché, c'est comme un chantier comme le tien. On a fait, juste à côté d'ici, une dizaine de minutes d'ici, 110 apparts pour une maison de personnes aînées. Donc, c'est du service très, très personnalisé. Parce que chaque personne a besoin de son approche. On rentre dans l'appartement de quelqu'un, on veut lui parler, on veut comprendre ses besoins. Puis c'est pas comme en anglais, on dit one size fits all. C'est pas, on donne la même chose à tout le monde. On est allé là, on a regardé chaque personne, on a parlé avec chaque personne. Puis on parle longtemps avec il faut prendre le temps. Exact. Ouais. Donc, ce projet-là, j'ai donc 110 portes, ouais. 110 portes, ça veut dire 110 logements. 110 logements, oui. Donc, et ce qui était très intéressant, c'est les calculs qu'on a faits. Parce que souvent, quand on vend une machine, on regarde le prix, on regarde le SEER, la COP, ces trucs-là. Mais puisque ce projet-là, la personne qui payait pour l'électricité des 110 machines, c'était le directeur de l'établissement, c'était très important de trouver une machine qui était très efficiente. Exact, parce que c'est lui, au final, qui allait payer et pour les machines et pour l'électricité sur les 10, 20, 30 prochaines années. Donc, c'était très important pour nous de faire tous les calculs puis lui montrer plusieurs options.
au final, il a installé des Sharp, mais on lui a montré, si tu installes les Sharp, ça va te coûter peut-être un petit peu plus cher initialement, mais sur 10, 20 ans... Tu lui as fait un tableau d'amortissement. 100%. Si tu achètes une autre gamme, peut-être qu'initialement, ça te coûte moins cher. Et imagine, moins cher sur 110 machines, c'est beaucoup moins cher. Mais sur 10, 20 ans d'électricité, et si on regarde que l'électricité monte en prix et tout, ça coûte beaucoup moins cher mettre une Sharp ou une machine très efficace. 110 logements, tu as réussi à gérer un truc de 110 logements. C'est joli, hein, c'est très très beau en tout cas. C'est des logements sur lesquels tu as mis combien d'appareils mural? C'est un mural par logement? Un mural par logement, c'est très simple. Dos à dos, enfin... exactement. Back to Donc, back. Back à back. Back à back. Back à back. Tiens, moi, je vais venir emménager là. Back à back. Back à back. Mais exactement, donc le compresseur, l'unité extérieure, aller sur le balcon, sur un rack au sol. On va jamais, mais jamais installer le compresseur par terre au Québec, parce que l'hiver, ça va geler, le compresseur va exploser. Il va pas exploser, il faut surélever, Toujours. C'est quoi la norme, vous, de surélever? Minimum. Nous, on est sur 20 cm, je crois. Nous, c'est minimum 30 cm. Minimum 30 cm. On est en pouces, donc 12 pouces, un pied, 30 cm, c'est équivalent. Nous, en termes de plus belle installation, je suis incapable de dire quelle est la plus belle installation. En fait, les plus belles installations qu'on a faites, elles sont pas en résidentiel. Donc, en fait, un des chantiers qui m'a le plus plu à faire, c'est on a équipé une entreprise du parc industriel de la Plaine de l'Ain, c'est le parc industriel où on est. En gros, ils font de l'extrusion de plastique, c'est-à-dire qu'ils achètent du plastique recyclé en bague, donc du plastique en copeaux, et ils le filtrent, ils le trient, et avec des gros appareils, des grosses extrudeuses, ils le retransforment en plastique brut. Et après, ils en font des billes d'ABS ou autres types de plastique qui vont permettre après de refabriquer des pare-chocs et compagnie. Je sais qu'à l'époque, cette entreprise, elle s'était installée parce que il y avait une loi qui était passée en France, une super loi qui va beaucoup te plaire. Les constructeurs étaient obligés d'utiliser 30% de plastique recyclé dans leur fabrication. Donc par exemple BMW et compagnie, quand ils fabriquaient par exemple un constructeur de voiture qui fabrique un pare-choc, il était obligé d'utiliser 30% de matière recyclée. Donc c'était la vocation de cette entreprise, qui est toujours d'ailleurs. Donc c'est la vocation de cette entreprise qui donc du coup a des grosses extrudeuses, et ces extrudeuses, ça génère énormément, mais énormément de chaleur, et donc on a installé 2 groupes froids finalement qui viennent alimenter ces extrudeuses en eau froide. Donc c'était un réseau qui était assez important, c'était des groupes froids qui faisaient 150 kW avec un réseau en 4 pouces en inox Certi, donc c'était de la belle tuyauterie, c'était un beau projet, on s'est bien éclaté. Enfin, on s'est bien éclaté, c'était sympa en tout cas. Non, c'était dur. C'est très beau. Est-ce que tu arrives à nous donner ta pire anecdote, ou du moins ton anecdote la plus galère que tu aies pu avoir? En fait, les problèmes, comme on disait tout à l'heure, on est une entreprise, on est surtout là pour résoudre des problèmes. Et est-ce que tu es capable de me dire quelle est la situation la plus problématique que tu as rencontrée avec ta boîte et où tu es super fier d'avoir apporté une solution? On en a eu beaucoup. Même, par exemple, cette semaine, on a eu un cas. Nous, notre plus grosse force, c'est nos techniciens. On a des mecs, on a des génies. On a des mecs qui sont excellents pour installer, mais qui non seulement peuvent très bien installer, mais ils comprennent la machine. Ils comprennent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi est-ce que cette composante est là. Pourquoi est-ce que ça, c'est là. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève ça? Qu'est-ce qui se passe si j'enlève ça, je le mets là? Fais pas ça, remets-le. Donc, des mecs qui comprennent la logique derrière la technologie. Et même cette semaine, on a envoyé un de nos techniciens qui est là depuis une dizaine d'années avec nous. Pour vous donner une idée, lui, avant il était en Ukraine, et lui, il était responsable de la plus grosse usine de crème glacée en Ukraine. Donc, son travail, c'était littéralement, quand les frigos sont en panne, il a 10 minutes pour réparer, sinon 30 tonnes de crème glacée, poubelle. Donc, le type de technicien qu'on a. On l'a envoyé faire un travail, installer un échangeur d'air dans un petit placard, et ce qui s'est passé, c'est qu'entre le temps où nous, on est allé faire la soumission et l'installation, à peu près une semaine. Donc, durant cette semaine-là, la cliente, sans nous l'avoir dit, a installé un chauffe-eau juste devant là où nous, on devait installer l'échangeur d'air. Donc, quand Romain est arrivé sur le chantier, il ne pouvait physiquement pas passer l'échangeur d'air dans le petit trou. La seule solution, si on envoie un autre technicien, lui, il va nous dire qu'il va désinstaller le chauffe-eau, il va réinstaller le chauffe-eau. Pour le client, c'est l'enfer parce qu'il doit payer la désinstallation d'un chauffe-eau, la réinstallation d'un chauffe-eau. Personne ne veut ça. Romain a dit, donne-moi 10 minutes, je te rappelle. Il me rappelle dans 10 minutes, il a dit, le problème est réglé. Il a démonté la machine, il a ramené derrière le chauffe-eau, il a remonté. C'est le genre de personne qu'on aime avoir dans notre équipe parce que s'il est capable de faire ça, je vous garantis que quand l'échangeur d'air va briser, il va savoir quelle pièce a brisé.
Il va pas juste dire au client, on change la machine, next. Un des gros problèmes qu'on a au Québec, c'est que quand on envoie quelqu'un faire un appel de service, quand un client appelle une compagnie de clim chauffage comme nous, la moitié des fois, le mec qui va venir chez vous, il va pas regarder où il y a la fuite de fréon. Il va ajouter un petit peu de fréon, il va dire tout est beau, il y a la garantie légale de 3 mois, dans 3 mois, il n'y aura plus de fréon. Nous, ce qu'on fait, c'est, on dit à nos techniciens, si tu ne connais pas la source de la fuite, c'est inutile de rajouter du fréon, on va trouver la source de la fuite. C'est vrai ce que tu dis, on est d'accord qu'une clim réversible, une pompe à chaleur, s'il manque du gaz, c'est qu'il y a une fuite, il faut la trouver, la réparer, et remettre le fluide frigorigène. Il ne faut pas juste remettre du gaz. Comme on peut l'entendre, il m'a fait une recharge. Il faut faire tous les combien. Il n'y a pas de recharge. Et est-ce que tu es d'accord avec moi? En tout cas, moi, c'est la vérité. Très souvent, quand il y a une fuite, la plupart du temps, c'était de la faute du technicien. La connexion. Et c'était notre faute. Ou alors, des fois, pas vraiment de la faute du technicien, mais en tout cas, ce qui lâche en premier, il faut être honnête, ça va être ce qui a été fait sur le chantier, parce que des fois, il y a des conditions qui sont très dures. À l'usine, un produit qui arrive de l'usine de Daikin, il est hyper éprouvé, il est hyper fiable. Alors je dis pas que ça peut pas fuir, mais voilà, il faut commencer par chercher le problème à la source. Nous aussi, des fois, on fait des bêtises, et voilà. Mais après, voilà, avec le temps, nous, on les a éliminés, tous ces problèmes de fuite. On en a quand même un petit peu, mais on en a très peu. Par rapport au volume d'installation qu'on fait, c'est très peu, c'est très peu. Mais aussi, tu comprends que quand nous, on fait une erreur d'installation, nous, on le voit souvent la journée suivante, il n'y a plus de gaz. Quand il fait une erreur grave, on le voit tout de suite, on la répare tout de suite, on le sait. Quand il y a une fuite, disons... 6 mois, 1 an. Dans 8 ans. Dans 8 ans, je doute fortement 8 ans, c'est pas de la faute du technicien, ouais. Exact. Non, je pense que quand tu as une panne qui subvient, comme tu dis, tout de suite le lendemain, ou même sous 3 mois, exact. 5 mois, il faut remettre en cause plutôt ce qui a été fait comme travail. Mais dès qu'on dépasse les 4-5 ans, même avant ça, en fait, en réalité, ça peut être un peu autre chose. Après, il peut y avoir un peu l'entretien et tout, mais c'est normal. Quand tu as une entreprise, t'en as plein des galères. Mais je dirais que la galère qui m'a le plus marqué, en tout cas celle qui me revient là tout de suite à l'esprit, c'est véridique, hein, je l'invente pas du tout. On a un contrat de maintenance avec, c'est-à-dire qu'on est chargé de gérer le système de chauffage de la maison de retraite du village dans lequel il y a le siège de l'entreprise. C'est une assez grosse maison de retraite quand même, il y a pas mal de monde. Et c'est des grosses chaudières au gaz, la veille de Noël. J'ai le responsable de la maintenance qui est un gars en or, tu vois, il se démène de ouf pour les retraités. J'ai le responsable de la maintenance qui m'appelle, tu vois, en catastrophe. Il m'a pas appelé hyper tard, hein. Il m'a appelé genre à 16h, un truc comme ça. Et il me dit, elle est en panne, je peux pas la redémarrer. Là, le problème, c'est que le chauffage, ça vient de se couper, donc dans quelques heures, il va commencer à faire de plus en plus froid. Et en plus, ça produit l'eau chaude sanitaire. Ça veut dire que demain, il y aura pas d'eau chaude. Putain, on est, franchement, je veux pas dire de bêtises, on n'est pas la veille de Noël, mais on est vraiment très proche de Noël. On est dans cette semaine de vacances où j'étais tranquille, tu vois. J'étais en train d'essayer de me reposer un peu chill avec ma compagne. Et là, du coup, il me dit ça, j'étais en voiture, donc le soir, je suis rentré. Je me suis retrouvé à 23h devant la chaudière avec ma frontale, en train de me dire, c'est bon, je vais juste la rallumer, ça va super bien se passer et tout. Et grosse galère, en fait, la chaudière, elle avait vraiment une grosse panne cette fois. Et je me suis retrouvé, au bout de 2 heures, mais véridique, 1h du matin, j'avais démonté complètement la chaudière, j'avais la carte électronique, j'étais en train de souder un composant. Du coup, le responsable de la maintenance, il était venu de garde, sur son temps gratos en plus, hein, venu de garde du coup pour m'assister. Un truc, c'était lunaire, quoi, franchement. Tout ça parce que, après, une fois que t'es engagé dedans, tu vois, t'abandonnes pas les gens. Et puis je me suis dit, les anciens... De toute façon, c'était la semaine de Noël, donc si j'y allais pas là, il allait falloir y aller, et ça allait empirer les choses. Tant que j'y étais, j'ai réglé le problème. Mais c'est vrai que cette scène, elle est mythique, quoi. Avec le collègue, du coup, de la responsable maintenance, là... Peut-être je me retrouve à souder une carte électronique, essayer de rafistoler pour que ça redémarre. Et franchement, génial, c'est reparti et tout. J'ai eu de la chance. Non, franchement, j'ai de la chance parce que j'y voyais pas beau quand je commençais à sortir. Franchement, pour souder, quand je commençais à sortir le matériel, je me suis dit, il y a de grandes chances que j'arrive pas à lui réparer. Mais je suis sûr qu'à la fin, il y a eu des centaines de personnes qui ont été très contentes que... c'est ça qui est super ingrat, c'est que personne n'est au courant, hein, parce que ça marche, quoi. Du coup, il s'est rien passé. Hein. Quand ça tombe en panne, on te le dit direct. Mais personne va dire, putain, super, aujourd'hui, la clim n'est pas tombée en panne, le chauffage n'est pas tombé en panne. Exact. Non, et ça, personne ne l'a su, en vrai de vrai. Non, même... ouais, ils ont pas été au courant, mais moi je suis quand même assez content d'avoir pu les sauver là-dessus. Après j'en ai eu d'autres, des galères qui étaient... Mais celle-ci, elle m'a vraiment particulièrement marqué, ouais. Je rebondis par rapport à ce que tu disais sur ton technicien. C'est vrai que nous aussi, et je dis pas ça pour les particuliers ou autres, mais nous aussi on a quand même des techniciens qui sont vraiment engagés, et je pense à 2-3 noms comme Clément, Tom, Baptiste, Karim.
Enfin bon, bref, on en a pas mal des techniciens qui sont super engagés et je tiens à les remercier parce que franchement, c'est aussi grâce à eux que tout ça, ça tient. C'est des jeunes ils sont super volontaires, ils aiment ce qu'ils font déjà, principalement leur job et ça fait grave plaisir. Romain, c'est vraiment le meilleur spécialiste de l'entreprise. Quand nous, on engage un nouveau mec, ça c'est pas pour la vidéo, 2 semaines chez Romain. Si Romain dit oui, peu importe. On a le même concept. Ça prouve que tu as une gestion qui est... T'es pas wall again, c'est pas t'embauches un gars et tu le jettes. Genre, j'ai pris un intérimaire, je sais pas si vous avez des intérimaires ici. C'est quoi? Intérimaire, chez nous, c'est t'as une agence. On va s'étaler, mais en gros, t'as une agence qui est là et qui prend de la main d'œuvre et qui fait des contrats à temps partiel et te dit tiens, je te le vends 1 mois, je te le vends 3 mois. Tu vois, et toi quand tu as un besoin ponctuel, tu prends. Déjà nous on prend pas du tout d'intérimaire, tu te ramasses que les problèmes, ça te coûte super cher. Et tu vois, je pense qu'on a tous la crainte. Moi, franchement, en tant que particulier, je fais venir une entreprise, j'ai qu'une crainte, c'est qu'ils me mettent son intérimaire qui vient d'arriver hier ou qu'ils me mettent un sous-traitant qu'il a payé au lance-pierre. Nous on n'a pas du tout ça. En fait, on fait comme toi, on a 2-3, en fait on a même 5 gars, c'est les 5 piliers de la boîte qui sont là depuis suffisamment longtemps. Et dès qu'il y a un jeune, eh ben, je le mets avec un de ces 5. D'ailleurs, je le mets un peu avec tout le monde. Et c'est les gars qui vont le valider. C'est eux qui vont le former. Et même un gars qui connaît son métier. Hein. Quand on embauche un gars qui connaît son métier depuis 4-5 ans, il n'y a pas de souci. Mais tu commences déjà par bosser avec les gars de notre boîte. Et ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas son métier. Ça veut simplement dire que nous, on a des méthodes. Exact. On a des produits. Exact. On a l'habitude avec nos trucs. Et il faut qu'il s'adapte, tout simplement. On a nos standards. Et pas toutes les entreprises ont le même standard. Ouais, exactement, nos standards. D'une boîte à l'autre, ça change. Donc, je voulais juste finir là-dessus, remercier aussi un petit peu, du coup, nos gars qui font un petit peu, du coup, la force de l'équipe et de l'entreprise. Et c'est aussi grâce à eux que tout ça est possible, l'entreprise dans toutes ses formes. Hein. Franchement, donc voilà, super les gars, merci. Même les jeunes qui viennent d'arriver, je vous aimerai bientôt. Non, je plaisante. Bah écoute, en tout cas, Igor, merci beaucoup de nous avoir reçus au Québec. Je te jure, ça valait vraiment le coup de faire autant de kilomètres pour te rencontrer. J'espère qu'on va garder un bon contact. T'es vraiment le bienvenu chez nous, en France. On doit faire un second épisode. Il faut impérativement que tu viennes, que je te montre l'industrie qu'on gère, mais aussi du coup le résidentiel. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. En tout cas, tu serais le bienvenu. Merci et puis merci beaucoup de nous avoir reçus. Allez, vas-y, salut. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos comme celle-ci, essayer d'aller à la rencontre de gens, de techniciens, de patrons qui ont, comme moi, leur petite PME et qui vont pouvoir nous parler un petit peu de la réalité du terrain. Donc, si vous êtes une entreprise aussi, du coup, d'ailleurs, qui est pas si loin que ça de nous, on n'est pas obligé de traverser la planète, que ce soit autour de Lyon ou autour de Genève, et que vous êtes aussi dans la construction, ça pourrait être super intéressant d'échanger. C'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment me plaire. N'hésitez pas à me faire signe. Et puis, si vous avez aussi un projet, que ce soit sur de la pompe à chaleur, de la ventilation, du chauffage, si vous avez un hôtel, un restaurant, quelque chose d'assez sympa visuellement, avec plaisir, franchement, on pourra faire le projet et en profiter pour faire un petit reportage, une petite vidéo. Ça permet aux gens, du coup, de comprendre comment fonctionne, notre métier à nous, et puis vous aussi de gagner un petit peu en visibilité.